bonjour, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure, vous le savez, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode mission orientation et on s'intéresse à la filière funéraire. De quel métier parle-t-on? Des métiers pour le moins nombreux, vous allez le voir dans un instant. Quelle formation? Irina Capron vous dit tout. Dans quelques minutes, un secteur en pleine évolution, un changement de mentalité, un changement d'image aussi, une nouvelle approche avec pour conséquence une véritable féminisation du secteur. Vous le verrez. Puis le funéraire, entre tradition et modernité, quels sont les nouveaux métiers, quel rôle joue le numérique dans le secteur? On posera également toutes ces questions à nos deux invités. Anaïs Guillaume-Crane, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation depuis Skype. Vous êtes étudiante en troisième année de médecine, diplômée de l'IEP de Rennes et vous souhaitez devenir médecin légiste. On est également en Skype avec Quentin Ferrand. Bonjour Quentin. Et vous êtes, vous, thanatopracteur. Je savais que j'allais riper. Thanatopracteur. Il fallait que je le fasse une fois. Allez, c'est parti pour la loupe. J'ai ripé pour vous. Oui, bah j'espère. Vous pouvez plus riper sur thanatopracteur, vous l'avez? On y va. Quels sont les métiers du funéraire, Irina? Alors, le secteur funéraire englobe différents métiers. Il y a tout d'abord porteur, chauffeur, fossoyeur. Donc, ces trois métiers sont en général incarnés par la même personne. Donc, le chauffeur va conduire le corbillard transportant le cercueil du défunt jusqu'au lieu de la cérémonie des obsèques. Le porteur va, avec trois autres confrères, porter le cercueil le jour des obsèques. Et le fossoyeur va creuser la tombe qui va accueillir le cercueil. Le thanatopracteur, j'y suis arrivée, parfait, déshabille, nettoie, désinfecte, habille et maquille le défunt pour le rendre présentable à la famille. Il y a ensuite le conseiller funéraire qui accompagne et conseille les familles dans l'organisation des obsèques. Le maître de cérémonie prend lui le relais du conseiller funéraire et assure le bon déroulement des obsèques. Le dirigeant d'établissement ou gérant des pompes funèbres supervise l'équipe. Et il y a également les métiers de graveur et marbrier. Ils sont chargés de la conception des pierres tombales, des plaques funéraires ou tout autre objet funèbre. Il y a également le métier de médecin légiste? Effectivement, en cas de décès d'origine suspecte ou criminelle, de décès sur la voie publique, de corps non identifié, le médecin légiste procède à une autopsie du corps et, si nécessaire, à des examens complémentaires. Alors, pour devenir médecin légiste, il faut suivre des études de médecine et se spécialiser ensuite en médecine légale, soit 10 ans d'études au total. Il y a également des nouveaux métiers qui sont apparus dans le secteur funéraire. Exactement, notamment celui d'officiant de cérémonie laïque de funérailles. Donc, il propose un service sur mesure d'hommage à partir de témoignages recueillis auprès des proches. Il y a également le funéral planeur ou accompagnant funéraire. Donc, c'est comme le métier de wedding planner. Le funéral planner va organiser sur mesure les obsèques. Le consultant funéraire va nous aider à rédiger nos directives funéraires et anticiper notre décès. Donc, il va nous informer sur la législation et sur les choix possibles. Et on peut retrouver également le métier de facilitateur de démarche après obsèques. Donc, comme son nom l'indique, il va apporter une expertise et un soutien important dans les démarches administratives après décès. Pas mal de métiers, beaucoup de débouchés. Et quelle formation? Alors, les recruteurs recherchent principalement des candidats ayant un niveau CAP, donc pour les métiers de chauffeur, porteur, fossoyeur, mabrier, graveur, niveau bac pour les assistants funéraires ou niveau bac plus 3 pour des postes de conseiller funéraire, conseiller commerciaux ou encore maître de cérémonie. Je ne sais pas si on peut poser la question comme ça, mais est-ce que c'est un secteur dynamique? Alors, le marché funéraire représente en France plus de 2 milliards d'euros par an pour environ 25 000 emplois. Donc, le porteur, chauffeur, fossoyeur représente environ 35% des emplois du secteur en France, l'assistant funéraire 21% et le marbrier poseur environ 19%. 96% des salariés sont en CDI et il y a une majorité d'hommes, 70% d'hommes contre 30% de femmes. La demande en service funéraire a fortement progressé en 2020 et en 2021 en raison de l'augmentation du nombre de décès. Le marché des pompes funèbres sera toujours soutenu par les facteurs démographiques. Selon l'INSEE, il y aura 773 000 décès en 2049 alors qu'il y en a eu 531 000 en 2007. Merci Irina pour toutes ces précisions, l'expression orale avec nos invités. L'expression orale avec Anaïs Guillaume-Crane, qui est étudiante en troisième année de médecine, avec Quentin Ferrand, qui est thanatopracteur. Quentin, on peut dire que le secteur se porte bien? Oui, plutôt. Néanmoins, c'est vrai qu'en thanatopraxie pure, on est toujours en recherche d'effectifs. Tout dépend des secteurs, c'est pareil.
mais c'est pas un métier facile et bah, les gens ont tendance à travailler entre 2 et 5 ans, ils finissent par arrêter. Donc on est toujours en recherche de nouvelles recrues, on va dire. Est-ce que vous souffrez d'une méconnaissance ou du manque de reconnaissance dans vos métiers? Du manque de reconnaissance? Manque de reconnaissance et manque de connaissances aussi. De connaissances, je ne pense pas, parce que les formations sont quand même assez complètes. Non, pardon, je dis Mais le grand public manque de- peut-être qui ne connaît pas effectivement votre métier, l'importance de votre métier. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est ce on dit que c'est un métier de l'ombre, parce que même les gens qui perdent un proche ne sont pas forcément au courant que les pompes funèbres font appel à un professionnel en particulier pour venir s'occuper de leurs défunts. Ce qui fait que nous, les thanatos, on est très peu en contact avec les familles. On est contacté par les pompes funèbres, on se déplace, on s'occupe du défunt, et puis on s'en va. Vous avez entièrement raison. Moi, je repense par exemple à ma grand-mère. Moi, j'aurais voulu le remercier, le thanato, mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais croisé, puisqu'il a magnifié. Moi, je me souviens d'une de mes grand-mères, il l'a magnifié, effectivement. Il y a eu tout ce cérémonial pendant plusieurs jours. Mais sans lui, ça aurait clairement pas été la même. Pourquoi vous ne croisez jamais les familles? Vous n'avez pas l'occasion justement d'avoir des familles qui vous remercient pour le... C'est même pas du travail, pour ce que vous faites? C'est malheureusement très rare, parce qu'en général, bah, les pompes funèbres nous appellent, et nous, en fonction de nos plannings, bah, on sait pas trop quand est-ce qu'on peut venir. Enfin, nous, on le sait, mais les pompes funèbres préfèrent appeler les familles une fois que la personne est prête, ce qui fait que la famille est rarement là à ce moment-là, elle vient quand elle le peut. Mais ça arrive à l'occasion, ça m'est arrivé il y a peu de temps, où je termine, la famille est déjà sur place. Donc, dans le doute, moi je préfère toujours attendre un petit peu, on ne sait jamais, des fois qu'il y ait un petit truc qui ne va pas, la coiffure qui n'est pas comme il faut, ou bah, justement dans les cas où la famille souhaite me remercier. Quelle est votre définition, Quentin, de votre métier, du métier de thanato? Alors, le thanato, il est chargé, donc, comme vous l'avez dit, de la préparation des corps. Donc, ça consiste soit en une toilette mortuaire, donc c'est juste un nettoyage et une désinfection du défunt, une fermeture de la bouche, l'habillage et une petite cosmétique. Ou alors, on parle de soins de conservation. Donc dans ce cas-là, c'est un procédé où on injecte un produit conservateur à base de formaldéhyde dans tout le corps qui va permettre de stopper temporairement le processus de décomposition du corps. Ce qui permet aux familles de pouvoir se recueillir plusieurs jours auprès de leurs défunts. Et ajouter à cela, bien sûr, l'habillage, la cosmétique. Irina. Quentin, thanatopracteur, on peut dire que c'est un métier risqué, notamment avec les produits que vous utilisez? Tout à fait, tout à fait. On parle même de plusieurs risques en thanato. Donc il y a le risque forcément chimique de par les produits, parce que le formaldéhyde est classé CMR, donc cancérigène, mutagène et réprotoxique. Après, on a toutes les protections adéquates pour ça. Mais il ne faut pas oublier non plus le risque musculo-squelettique, parce qu'on est amené à soulever des charges assez lourdes. Il y a aussi le risque biologique, de par certaines maladies par exemple, et le risque psychologique, du fait que ce soit un métier de l'ombre, qu'on n'ait pas forcément beaucoup de reconnaissance. Ça peut jouer aussi. Quentin, pour vous, être thanato, c'est une démarche scientifique, médicale, philosophique? Il y a un peu des deux, je dirais. J'ai toujours été passionné par le corps humain, la médecine, tout ça. Et quand j'ai cherché à me reconvertir, j'ai voulu chercher un métier qui lie à la fois cette passion et le fait d'aider les gens et de me sentir utile auprès des gens. Et j'ai découvert la thanatopraxie comme beaucoup de thanatos avec un décès dans ma famille. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et au fil du temps, c'est devenu une passion. Et ça fait 3 ans et demi aujourd'hui? C'est ça, tout à fait. Avec toujours vous êtes toujours animé par la même flamme qu'il y a quand vous avez commencé il y a 3 ans et demi? Elle est même encore plus importante. D'accord.
Anaïs Guillaume Crane, vous êtes étudiante en 3e année de médecine, diplômée IEP de Rennes, M2 criminologie, M2 médecine légale et criminalistique. C'est pour être au final, si je ne m'abuse, médecin légiste. Qu'est-ce qui vous attire dans ce métier ? Moi, c'est vrai que à la base, la médecine ne m'attirait pas du tout. C'est pas du tout un domaine qui m'intéressait après le bac. J'ai pas de bac scientifique. C'est vraiment en quittant l'IEP que je me suis rendue dans le master criminologie parce que j'aimais beaucoup le droit, j'aimais beaucoup le côté police, gendarmerie, etc. Et il se trouve qu'à Rennes, donc là où j'ai fait mon master de criminologie, c'est un master qui est mené entre autres par le chef de la médecine légale de Rennes. On a donc eu des cours de médecine légale, on a pu assister à des autopsies, etc. Et ça a été une révélation pour moi. Moi, ce qui m'a attirée en premier lieu, c'est vraiment la thanatologie, donc la médecine légale qui concerne les personnes décédées. En revanche, la médecine légale, c'est une majorité de travail avec des personnes vivantes. Ça, les gens l'oublient souvent, mais 80% du temps du travail du médecin légiste, ça va être de travailler avec les vivants, et seulement 20% sont consacrés à la thanatologie. Être médecin légiste, c'est quelque part être un super enquêteur. C'est vrai, c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est vrai qu'à Sciences Po, moi j'ai eu une formation juridique et du coup c'est vraiment le fait de pouvoir lier à la fois le côté juridique, le côté enquête et le côté médical qui me plaît dans ce métier, qui a vraiment beaucoup de facettes et que je trouve passionnant. Comment on se prépare, Anaïs, dans la tête pour être médecin légiste ? Est-ce qu'à l'école, justement, on apprend à travailler, vous l'avez dit, avec les vivants, mais surtout avec les morts ? Alors c'est vrai que étant seulement en 3e année pour l'instant, c'est une formation qui est très généraliste. L'internat de médecine légale, je commencerai en 7e année, comme tous les internats d'ailleurs. Pour autant, on commence à faire des dissections dès la 2e année. On nous apprend à gérer des choses compliquées à la fac. C'est vrai que je trouve que la distance est plus facile à mettre en thanatologie, personnellement. J'ai pas de difficulté maintenant à assister à des autopsies. Je trouve qu'il y a une mise à distance qui se fait relativement facilement. En revanche, c'est toujours plus compliqué quand on travaille avec les vivants, contrairement à ce qu'on peut penser, puisque les victimes vivantes expriment de la souffrance qu'évidemment les victimes décédées ne peuvent pas faire. Et c'est vrai que pour moi, c'est plus cette partie médecine légale du vivant qui reste complexe et non pas la partie thanatologique. Est-ce que les morts peuvent parfois parler plus que les vivants ? C'est vrai qu'on peut apprendre beaucoup de choses en étudiant les corps, et c'est d'ailleurs pour ça que la médecine légale existe, c'est pour apporter des réponses et contribuer à la manifestation de la vérité dans le processus judiciaire. Quentin, est-ce que votre métier a changé votre vision de la mort ? Oui, clairement. On se rend compte que la vie est fragile, en fin de compte, et qu'il suffit d'un rien pour que ça se termine. Et c'est vrai que ce métier m'apporte beaucoup à ce niveau-là aussi. On arrive à plus profiter de la vie, du coup. Vous avez commencé à 3 ans et demi. Vous vous souvenez justement de vos premiers jours en tant que thanato ? Ça s'est passé comment, justement ? Comment on appréhende tous ces corps qu'il faut nettoyer, dont il faut prendre soin ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de rentrer en formation, les écoles nous demandent de passer quelques jours en stage de découverte avec un thanatopracteur, justement pour s'assurer que la vue des défunts, ça ne nous dérange pas. Mais il y en a qui quand même changent d'avis après la formation. Mais au début, c'est sûr que ça fait bizarre. On se dit, c'est bizarre, c'est pas normal. Et puis au fil du temps, ça devient normal. On en parle comme si on allait faire nos courses. C'est un métier, Quentin, où on travaille seul, on est seul avec le défunt ? Oui, tout à fait. Ça doit être particulier aussi. C'est particulier au début. Après, quand on aime travailler seul, c'est pas forcément un point négatif. Même si des fois, on se dit, la solitude, ça pèse quand même un peu. Donc, quand on a l'occasion de croiser un confrère sur une intervention dans un hôpital, par exemple, on est content. Ça permet de discuter un peu, d'échanger un peu sur le métier. Mais après, on lie aussi des liens avec les conseillers funéraires, les porteurs, et ça permet de pallier un peu à ça. Irina. Oui, Quentin, quelles sont les qualités requises pour devenir thanatopracteur ? Les qualités, je pense qu'il faut beaucoup d'humanité, de l'humilité.
aussi, et forcément des connaissances dans tout ce qui est anatomie, physiologie, tout ça, ce qu'on apprend à l'école. Mais je pense aussi beaucoup de rigueur, parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment l'attention du détail, et c'est ce qui fait toute la différence. Ça prend combien de temps à peu près pour mettre en valeur le corps du défunt ? Entre 1 heure et 1 heure et demie en fonction du défunt, du travail qu'il peut y avoir à faire dessus. C'est ça, c'est en moyenne entre 1 heure et 1 heure et demie. Est-ce que les thanatos sont des artistes ? Oui, du moins c'est ce que je pense personnellement. C'est tout un art. On a chacun une petite technique, notre petite patte, on va dire. Et alors, un bon thanato, c'est quoi ? Un bon thanato, c'est une très bonne question. Un bon thanato, je pense, c'est quelqu'un qui va tout faire pour que le défunt reprenne, on va dire, une apparence apaisée, mais qui va du coup aussi bien penser au défunt qu'à la famille, et donner le meilleur de lui-même. Et vous disiez effectivement que le secteur recrute parce que... Alors, il y a beaucoup de formations, il y a pas mal de thanatos qui sont formés, mais le problème, c'est qu'on ne fait pas ce métier forcément très longtemps, c'est ça ? C'est ça, parce que le métier en lui-même, déjà, peut être compliqué, que ce soit physiquement ou psychologiquement, et c'est tout à fait compréhensible. C'est pour ça qu'il faut vraiment être passionné pour pouvoir faire ça sur le long terme. Mais je pense qu'on doit aussi parler des conditions de travail qui peuvent aussi être compliquées, surtout pour la vie de famille. Comme beaucoup d'autres métiers, on est amené à travailler certains week-ends. On ne peut pas vraiment anticiper l'heure à laquelle on va finir notre journée. On va passer un certain temps sur la route aussi, parce qu'on se déplace de pompe funèbre en pompe funèbre. Donc je pense que ça aussi, ça joue un rôle. Vous avez le sentiment que votre métier est en train de se féminiser ? Oui, tout à fait. Pour prendre mon exemple, sur ma promotion à l'école, où on était 16, on était 4 hommes. D'accord. Et pourquoi, selon vous, il y a peu de femmes dans ce secteur ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Une grande partie des gens thanatos, j'ai remarqué que c'était beaucoup de personnel hospitalier et principalement des aides-soignantes qui sont elles-mêmes au contact de la mort au quotidien. Et je pense qu'elles se rendent compte que en milieu hospitalier, on n'a pas vraiment cette philosophie de prendre soin des défunts. Et elles se dirigent du coup vers la thanatopraxie pour vraiment avoir cette préoccupation de la personne qui est partie. Anaïs, vous avez le sentiment que tous ces métiers sont en train de se féminiser ? La médecine, de manière générale, se féminise beaucoup ces dernières années. Maintenant, on est une large majorité de filles au sein de la promotion. Donc, de toute façon, ça va être amené à se féminiser quoi qu'il en soit. Et effectivement, ça fait seulement une dizaine d'années que la médecine légale est une spécialité médicale à part entière. Et la répartition, pour l'instant, est assez équitable entre les hommes et les femmes, il me semble. Mais de fait, il y aura de toute façon une féminisation de plus en plus importante parce que les filles prennent une large majorité des places en médecine aujourd'hui. Vous avez le sentiment qu'il y a un savoir-faire français en termes de médecins légistes ? Très bonne question. C'est vrai qu'il y a certains aspects qui sont plus développés aux États-Unis, par exemple, ou en Suisse, ou encore en Belgique, où la criminologie et la criminalistique sont beaucoup plus développées qu'en France. Pour autant, les médecins légistes sont très bien formés en France comme ailleurs. Et je pense que ça a été une chance de faire de la médecine légale une spécialité à part entière. Avant, c'était des médecins généralistes, beaucoup, ou des pédiatres, etc., qui se surspécialisaient en médecine légale. Le fait aujourd'hui d'avoir un internat à part entière de 4 ans consacré exclusivement à cette spécialité, pour moi, ne peut que renforcer en fait les connaissances des médecins légistes et donc apporter une formation de qualité. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui se développent ? Vous avez le sentiment qu'il y a des métiers qui se développent effectivement dans vos secteurs ces dernières années ?
Alors c'est vrai qu'en criminologie, on a encore très peu de métiers. Il y a beaucoup de formations maintenant en criminologie qui émergent en France. Nos voisins belges et suisses, les Canadiens, les Américains également, sont beaucoup plus avancés dans le domaine. Donc j'attends de voir si le métier de criminologue sera reconnu en France dans les prochaines années ou pas, ce qui n'est encore pas le cas pour l'instant. Les métiers de la criminalistique prennent beaucoup d'ampleur avec l'émergence de la police technique et scientifique qui se sont extrêmement développés ces dernières années au sein de la police et de la gendarmerie. Voilà. L'info en plus, on en parle justement. On parle de la digitalisation du secteur avec toi, Irina. Effectivement, la digitalisation permet de proposer de nouveaux services comme les devis en ligne ou encore le mémorial numérique. Certaines agences de pompes funèbres proposent également la 3D pour choisir un cercueil. Donc la 3D permet de voir le rendu final et c'est moins compliqué pour les familles de voir le cercueil en 3D qu'en physique. Il y a également la borne tactile qui modernise l'image du secteur funéraire. Alors il s'agit d'une borne tactile que l'on retrouve à l'entrée d'un cimetière ou d'un jardin du souvenir. En entrant le nom et le prénom du défunt dans la borne tactile, les visiteurs du cimetière pourront être orientés sur l'emplacement précis de la tombe. Donc la borne affiche les plans détaillés du cimetière, les horaires, d'autres informations sur les services funéraires, mais aussi elle peut révéler l'histoire des défunts. Quentin, quel rôle joue l'innovation dans votre métier de thanato ? Eh bien, il n'y en a pas beaucoup, à vrai dire. La technique qu'on utilise, c'est une technique... la thanatopraxie a été importée des États-Unis. On a dû l'adapter à notre pratique en France parce qu'on pratique encore beaucoup la veillée de nos défunts. Mais la digitalisation en thanato, à vrai dire, je ne suis pas sûr qu'on en ait énormément. C'est vraiment de la pratique pure. Donc on a du matériel, on va dire un peu chirurgical, et c'est tout. On va dire que la digitalisation qu'on a, c'est le téléphone avec la planification des soins. C'est tout ce qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'en thanato, effectivement, le métier n'est pas forcément amené à évoluer dans les prochaines années, peu importe la révolution numérique ou encore les différentes innovations technologiques. Je ne pense pas. Le métier va évoluer, c'est certain, mais il évoluera plus dans la technique. Par exemple, le formol, le gouvernement aimerait finir par l'interdire du fait de sa toxicité. Et du coup, des recherches sont faites sur des produits sans formol. Donc, c'est plutôt l'évolution qui est amenée à arriver. Que faut-il faire pour changer l'image de ce métier ? Je pense que c'est très compliqué. Il faudrait changer vraiment, comment je pourrais dire, la vision de la mort qu'ont les gens en général, mais ça vient de la société, je pense. Les gens ont peur de la mort et préfèrent ne pas y penser, ou du moins le plus tard possible. Et je pense que ça prendra un certain temps avant que ça change. Anaïs, quelle est la différence entre criminologie et... Alors attendez, il faut que je retrouve. Entre criminologie et criminalistique. Alors la criminologie, ça va être plutôt l'aspect psychologique et judiciaire au niveau du droit. En fait, la question à laquelle on cherche à répondre, c'est pourquoi ? Pourquoi l'auteur est passé à l'acte ? Comment on le prend en charge, etc. Et comment on prend en charge les victimes également, évidemment. La criminalistique, ça va être... pour faire très simple, les personnes en combinaison blanche dans la série Les Experts, donc c'est essentiellement des policiers et des gendarmes qui, eux, vont répondre à la question comment l'auteur est passé à l'acte. Donc ça va être les empreintes digitales, ça va être l'ADN, etc. Donc c'est un aspect beaucoup plus scientifique. Vous pensez que toutes ces séries, vous faisiez allusion aux Experts, toutes ces séries américaines, elles ont rendu quelque part un peu sexy ce métier de médecin légiste ? Elle contribue à rendre l'image du médecin légiste peut-être un peu plus chaleureuse. Il y a des femmes notamment qui sont représentées dans ces séries, parce que c'est vrai que le cliché du médecin légiste, c'est le vieux médecin un peu bizarre, tout seul dans un endroit sans lumière au fin fond de l'hôpital. En réalité, c'est évidemment pas le cas. Et même si les séries restent quand même très romancées, je pense que ça contribue à normaliser un peu cette profession. Justement, Anaïs, que vous ont dit vos proches concernant votre futur métier en tant que médecin légiste ?
Ils étaient très surpris parce que c'est vrai que c'est déjà ma 8e année d'études, il m'en reste 7, donc ils comprennent pas forcément ce choix d'études très à rallonge. D'autant plus qu'à la base, moi je suis pas du tout une scientifique, donc c'est vrai que faire médecine c'est un challenge. Pour autant, ils me soutiennent et il y a aucun souci là-dessus. Comment se passe la formation de Thanato, Quentin, et surtout ça prend combien de temps? Alors, la formation, ça prend en moyenne 2 ans, je dirais, pour être diplômé. La première étape, c'est la formation théorique, qui dure quelques mois, où là, on va vraiment apprendre toute la théorie dont on a besoin pour le métier. Donc, forcément, la théorie des soins de conservation, l'anatomie, physiologie, microbiologie. On va même faire un peu de médecine légale, un peu de toxicologie, forcément de la réglementation funéraire. Enfin, il y a beaucoup de matières, c'est assez intensif sur quelques mois. Ensuite, il faut passer le concours national qui se passe à Paris, où du coup ils prennent 65 personnes tous les ans. Une fois l'obtention du diplôme théorique, on doit effectuer un stage de minimum 6 mois avec un thanatopracteur, où on doit faire un minimum de 75 soins. À l'issue de ces 75 soins, et quand le maître de stage estime que le candidat est prêt, il fait venir 2 examinateurs qui vont examiner le candidat sur un vrai soin de conservation. Et à l'issue, il n'y a plus qu'à attendre la publication du journal officiel du ministère de la Santé qui listera tous les candidats reçus au diplôme de thanatopracteur. Quentin, est-ce qu'il y a des soins qui sont plus difficiles que d'autres et comment vous vous protégez? Ah oui, certains soins sont plus difficiles que d'autres. Particulièrement, par exemple, les gens qui sont énormément marqués par la maladie ou par des accidents. Donc là, il va y avoir peut-être un peu de travail de reconstruction ou de cosmétique. Donc c'est des soins où là, voilà, on partira peut-être plus sur... ça durera 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures. Dans ce cas-là, pour se protéger, on a tous les équipements dont on a besoin, des blouses, des surblouses, des charlottes, des surchaussures, des manchettes, des masques, des lunettes. Il y a tout ce dont on a besoin. Sur le plan mental, j'entendais sur le plan mental. Sur le plan mental. Ouais. On arrive à faire la part des choses? On arrive à rester dans une bulle, du coup? Voilà, je pense que ça dépend aussi de tout à chacun. On arrive à se détacher de ça et ça devient vraiment normal, en fait. Enfin, c'est bizarre à dire, mais ça devient un boulot comme un autre. On se dit pas ah, c'est quelqu'un de décédé ou ah, ça pourrait être ma grand-mère, mon grand-père. Voilà, c'est vraiment, on se met dans une bulle et puis on ne pense pas à tout ça. Anaïs, pareil pour vous, pas peur des crimes, pas peur de la mort, c'est un boulot comme un autre, c'est comme ça que vous l'appréhendez? Je ne sais pas si on peut dire que c'est un métier comme un autre. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour faire ce métier et c'est tout à fait normal. Pour autant, quand on choisit ce métier, c'est qu'on est passionné parce que c'est un métier très particulier. En revanche, comme disait Quentin, on s'habitue à tout et ça fait partie de la normalité. Et heureusement, parce que sinon, je pense que ce serait impossible de s'habituer à ce genre de vie autrement. Et non, pas peur des crimes. Donc, ça devrait aller de ce côté-là. Merci infiniment à tous les deux. Merci Anaïs, Guillaume Crane, qui est donc futur médecin légiste. Bon, encore cette année. Bon courage. Bon courage, on croise les doigts et vous reviendrez, j'imagine, d'en parler sur notre plateau avec le plus grand plaisir. Quentin Ferrand, thanatopracteur. Merci également pour votre témoignage, Quentin, sur votre métier qui est ô combien important. Merci à vous. Irina, on se retrouve demain. À demain. Merci à tous les trois. À demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.